Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette conférence. J'avoue que j'ai un peu le trac, mais si dans ces situations-là on n'a pas le trac, c'est qu'on est mort, donc c'est plutôt bon signe. Pour me présenter rapidement, je suis Olivier Thierry, c'est Olivier le prénom, pas l'inverse. Je suis expert technique, plutôt spécialisé sur l'écosystème JavaScript, en particulier tout ce qui est React. Et je travaille chez IC, donc une ESN qui est basée, dont le siège est à Nantes. On a des agences sur tout l'arc atlantique, donc de Bordeaux, Rennes, Niort, Brest. Et puis on a également des agences à Paris et Lyon. Et je suis également co-organisateur depuis quelques mois du Meetup React à Nantes, où tous les 2 mois on essaie d'organiser des petites conférences sur React. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de rendu front. Ce que j'appelle moi le rendu front, c'est comment on va construire le HTML, en fait, construire nos pages dans nos navigateurs, qui vont s'afficher dans nos navigateurs. Si on revient en arrière, avant les années 2010, en fait, on était plutôt sur de la génération de pages côté serveur, avec du PHP, des JSP, de l'ASP, tous ces outils sympathiques. Et on utilisait JavaScript vraiment à la marge, en gros pour dynamiser un peu nos écrans, et puis des fois pour faire du joli, quoi. Depuis les débuts des années 2010, on voit quand même une évolution de plus en plus forte dans le développement des applications web à s'appuyer sur JavaScript. Alors, il y a plusieurs faits qui ont favorisé ça. D'abord, c'est que pour ceux qui ont fait du JavaScript avant, il y a eu des gros progrès quand même dans le langage JavaScript. Sur le langage en lui-même, avec les arrivées de ECMAScript, de TypeScript, qui ont permis de fournir un langage un peu plus puissant, en particulier tout ce qui est modularisation. Et puis, on a eu des grosses améliorations aussi, entre autres grâce à c'est Chrome un peu qui a poussé ça, des grosses améliorations des performances JavaScript côté client, ce qui fait qu'on peut se permettre de faire des choses un peu plus évoluées dans le navigateur par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Autre fait qui a favorisé l'émergence du développement JavaScript, c'est que maintenant, depuis Node.js en 2009, on peut faire du JavaScript côté serveur. Et on va voir pendant ces 45 minutes qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Ça a permis beaucoup de choses, en fait, ce JavaScript côté serveur. Et également, un dernier point qui a favorisé l'émergence en fait, d'une compétence front, c'est qu'avec l'APIisation des systèmes d'information, on se retrouve à vraiment séparer le développement back du développement front. Et donc, ça devient une vraie compétence de faire du front. Et souvent, c'est une compétence qui va faire du JavaScript et du CSS. Si on regarde sur les dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions en fait, dans les différents modes de rendu front, la manière dont on peut construire les pages. On va parler de client-side rendering, de server-side rendering, de static site generation, de ISR, on verra ce que c'est, les architectures par ILO, server component. Donc il y a beaucoup de nouveautés. C'est pas toujours évident de comprendre ce qui sert à quoi. Et donc le but de ces 45 minutes, c'est que je vous explique un peu ces différents modes de rendu, leurs atouts, leurs inconvénients, puis dans quel contexte ils sont intéressants à utiliser. Donc si on revient quelques années en arrière, même si ça existe encore, hein, la manière dont on fonctionnait, on était en MPA, Multi-Page Application. Le principe, c'est un client va demander une page à un serveur web, qui peut être du PHP, du JSP, tout langage en fait qui est capable d'interpréter des requêtes HTTP, d'intercepter des requêtes HTTP et de renvoyer du texte. Donc ce serveur web allait récupérer des données, ça peut être une base de données, ça peut être une session si on veut conserver des données entre deux pages, ça peut être un système de fichiers ou même une API. On va construire la page côté serveur et on retourne au client du HTML, du CSS, du JS et lui il n'a plus qu'à afficher ça, quoi. Et s'il veut aller sur une autre page, ça va être une autre requête avec le même processus. On va construire la page toujours côté serveur et la retourner côté client pour qu'il se contente de l'afficher. Alors ça, globalement, ça marchait bien. Hein, on continue à en faire, c'est qu'il y a une raison. Il y avait quelques inconvénients. Le plus gros inconvénient, c'est au niveau de l'expérience utilisateur, on était quand même sur quelque chose d'assez limité, lié au fait qu'en fait, on rafraîchit les pages dans leur intégralité à chaque fois. Donc on va se retrouver avec un manque de fluidité dans la navigation. Vous imaginez aujourd'hui un Gmail où à chaque fois que vous ouvrez un mail, vous rechargez l'intégralité de la page avec tous les dossiers, toute la liste des mails. Ça va être un peu, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas génial. Et donc, c'était un des défauts de ces multi-page applications et qui nous incitait en fait à être un peu, à se limiter en fait dans l'expérience utilisateur. Autre inconvénient qu'on avait, c'était la complexité qu'on pouvait avoir sur l'hébergement, parce qu'on demandait beaucoup de choses au serveur.
On lui demande de construire les pages, on lui demande d'interroger les bases de données, et on lui demandait également, ce qui pouvait être une problématique un peu compliquée, de gérer les sessions côté serveur. Alors quand on est sur un petit site où il y a pas, on peut se contenter d'un serveur, c'était pas trop problématique. Quand on veut scaler et qu'on a besoin de répartir des sessions sur plusieurs serveurs, ça marche, mais ça se complexifie un petit peu, quoi. Et puis dernier point, c'est qu'on avait une expérience développeur qui était quand même pas géniale. Si vous faites du PHP et puis qu'en plein milieu vous devez faire du JavaScript dans cette page PHP, c'était pas, on y arrive, voilà. Mais c'était pas génial. Donc pour contrer un peu pour répondre à tous ces défauts, on a les single page applications qui sont arrivées. Donc, comme le nom l'indique, c'est des applications avec une seule page, et cette page en fait, son rôle, ça va être de charger une application JavaScript. Et ensuite, tout va se faire en JavaScript. On construit le HTML en JavaScript dans le navigateur. On va naviguer, quand on va faire de la navigation, en fait, on ne va plus remplacer l'intégralité de la page, mais juste des fragments de la page. On va récupérer des données, si jamais on a besoin de charger des données, on va faire des appels AJAX à des services REST, à du GraphQL, du SOAP si vous n'avez vraiment pas de chance, quoi. Et puis, on va rafraîchir en fait des fragments de la page avec JavaScript. On va également gérer, en fait, côté client maintenant, tout ce qui est session. C'est-à-dire que vu les données qu'on veut conserver entre les pages, on va maintenant les conserver côté client et non plus, ça peut être dans le local storage ou dans la mémoire, et non plus côté serveur. Côté technique, pour développer tout ça, on utilise soit du JavaScript de base, du vanilla, mais le plus souvent, en fait, on va utiliser des frameworks ou des librairies. Je mets bien les deux termes, parce que je sais qu'il y a quelques nuances entre React et Angular, par exemple. Et donc là, on a pas mal de choix. On a React, Angular, Vue, Svelte, on a Quick, on en a plein, on a peut-être même trop. Des fois, on se dit que ça n'arrête pas. Tous les jours, il y en a un nouveau. Donc sur les single page applications, le premier mode de rendu qu'on a vu, c'était le client-side rendering. Donc là, le principe, c'est que tout va être rendu côté client. Donc le client va aller interroger un serveur HTTP, ça peut être du Nginx, du Apache, un CDN. Et ce serveur HTTP, lui, va nous retourner du HTML, du CSS et du JS, beaucoup de JS. Et du coup, on va construire, c'est en JavaScript, la page va être rendue côté client. Si jamais j'ai besoin de récupérer des données, c'est le client qui va faire une requête AJAX à une API, qui va lui retourner du JSON ou du XML. Et côté client, on va rafraîchir juste un fragment de la page. On ne rafraîchit plus l'intégralité de la page. Et de la même manière, si je veux naviguer vers une autre page, on va juste rafraîchir un fragment de la page et éventuellement déclencher derrière des requêtes. Donc pour vous montrer un peu, je pense que vous connaissez à peu près tous le client-side rendering si vous êtes ici, vous en avez fait. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, je suis parti sur le développement d'une petite application toute bête qui s'appuie sur TMDB ou IMDB, je ne sais plus, c'est la TMDB, qui affiche les 20 films les plus populaires du moment, avec la possibilité d'aller regarder le détail du film. Et tout ça, je le décline en fait sur les différents modes de rendu. Donc ici, je suis sur du React, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, avec du Vite, du Tailwind, et puis un peu de React Query. Si on regarde comment ça se passe quand je charge une page dans le client, donc je vois que je récupère un fichier JS qui va contenir en fait l'intégralité de mon application. On a moyen de splitter, mais dans ce que j'ai fait, il y a un seul fichier JS avec l'intégralité de mon application. Et j'ai des requêtes, il y en avait déjà qui traînaient avant, mais des requêtes qui me permettent de récupérer les données. Donc cette requête ici qui va me permettre de récupérer les données que je vais afficher dans mon écran, dans ma page. Et si je vais sur le détail, on voit que j'ai deux requêtes HTTP qui sont parties, deux requêtes REST qui sont parties pour récupérer le détail du film et puis le casting du film. Par contre, on voit qu'au niveau JS, je ne sais pas si c'est visible, je vais peut-être agrandir. Mais au niveau JS, on voit que j'ai pas eu de nouveau de fichier JS parce qu'il a déjà été chargé dans la page accueil. Autre chose intéressante à voir en mode client-side rendering, c'est si on regarde le source qui est envoyé en fait à notre navigateur, on voit que c'est très basique, une div, une body script en fait pour charger le JavaScript, éventuellement un peu de CSS et puis des méta. Donc on est sur quelque chose de très basique. Si on regarde le code source,
Donc la manière dont ça se présente, c'est quand on fait du client-side rendering, on va avoir besoin de définir des routes. Et des routes, en fait, ça va être d'associer, peut-être un peu gros, ça va être d'associer un pass, donc ici le pass slash movies, à un composant. Et je vais avoir un autre pass qui va être slash movies slash suivi d'un identifiant de film avec un autre composant movies detail page. Et quand je vais dans mon composant, on voit que c'est mon composant en fait qui va devoir charger la liste des films, donc il va devoir déclencher l'appel de l'API avec ici un fetch movie. Ici j'utilise ceux qui connaissent Query, c'est une librairie qui va permettre de gérer un peu de cache côté client. Mais par contre, ça va être à nous de gérer côté front le fait que l'API est en cours de chargement, les données sont en cours de chargement et d'afficher un loader. S'il y a une erreur, c'est à moi de le gérer. Et si ça se passe bien, je parcours la liste de mes films et puis pour chaque film, je vais afficher une carte. Et si on regarde la page de détail, on est sur quelque chose de très semblable où je vais juste faire attention à récupérer l'ID de mon film et puis de la même manière faire un fetch one movie pour charger un film et toujours pareil, besoin de gérer le chargement et les erreurs. Donc voilà de manière très succincte à quoi ça va ressembler du client-side rendering. Alors les intérêts de ce client-side rendering, déjà l'application est très simple, donc c'est pas hyper flagrant, mais on va gagner en expérience utilisateur parce qu'on va avoir gagné en fluidité. Puisque dans ce que je vous ai montré, le bandeau du haut, par exemple, ne bouge pas. Donc si j'avais des données dans ce bandeau du haut, il n'est pas rechargé, on va gagner en fluidité parce qu'on va ne recharger que la partie basse. Et vu qu'on a cette fluidité de navigation, on peut se permettre de faire des choses un peu plus riches au niveau UI, donc d'être un peu plus ambitieux. Et finalement, on va se rapprocher de l'expérience qu'on pouvait, à ceux qui ont fait du développement il y a longtemps, de l'expérience qu'on peut avoir avec des clients lourds. Pendant longtemps, on a cherché en fait à faire la même chose dans le web. Avec les SPA, avec le client-side rendering, on s'en rapprochait un petit peu. Autre intérêt, c'est au niveau de l'hébergement. On a des serveurs qui sont beaucoup moins sollicités. Ce ne sont que des serveurs. Ils font que servir des fichiers statiques, du HTML, du CSS, du JS. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas cher en général. Des fois, il y a même des offres gratuites. Et puis, ça monte bien à l'échelle. S'il faut monter un CDN, par exemple, permet de monter automatiquement. Puis monter une nouvelle instance d'un Nginx ou d'un Apache, c'est pas quelque chose de très compliqué. Il y avait quand même quelques inconvénients. D'abord, c'est très pénalisant pour le SEO. SEO, donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est tout ce qui est référencement, donc c'est toutes les techniques pour favoriser le référencement des sites web par les moteurs de recherche. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, que notre source, c'est juste une balise div avec du script, Google, quand il va voir ça, il est capable d'interpréter la page, de recréer la page, mais clairement, il va pénaliser le site dans le ranking du site en fait dans le référencement. Autre inconvénient, c'est si on n'a pas de JavaScript, ça ne marche pas. Très clairement, le JavaScript est indispensable. Et si on a des grosses applications, on peut avoir des fichiers JavaScript qui vont être assez lourds et qui du coup vont pénaliser le temps de chargement au départ. Et puis on va également avoir un temps de chargement, vu qu'on construit le HTML côté client, dans le navigateur, on va avoir un temps de démarrage initial de l'application qui va être un peu long, le FCP qu'on peut retrouver dans Lighthouse par exemple. Autre inconvénient, c'est que une partie de la charge qu'on avait côté serveur, on s'en est débarrassé. Alors nous, on est tranquille, nos serveurs ils sont bien. Par contre, côté client, on va être beaucoup plus exigeant sur ce que doivent faire les terminaux. Et il y a une période où avec l'éco-conception, on essaie de faire attention. La keynote en parlait justement, on essaie de faire attention à ce que les devices clients ne consomment pas trop. On est un peu à contre-courant des bonnes pratiques d'aujourd'hui. Et puis, on va se retrouver avec des complexités dans le développement. En fait, des complexités qu'on avait côté back, on va les retrouver en fait côté serveur, on va les retrouver côté front. En particulier, tout ce qui est gestion d'état de session. Ceux qui ont fait du Redux ou des choses comme ça en React voient un peu de quoi je parle. C'est pas toujours hyper évident. Donc si on fait un bilan de ce client-side rendering, ça va être bien adapté si on est dans le cas de développement d'applications web, ce que je vais appeler des applications web métiers, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de référencement, donc ce n'est pas une problématique. Et puis le fait que l'application mette un peu de temps à démarrer, qu'elle soit un peu lente à démarrer, c'est pas très gênant parce que c'est une application, par exemple, qu'on va ouvrir le matin en arrivant au boulot. Par contre, ce n'est pas du tout adapté sur un site web public où on va avoir besoin de référencement et où
la vitesse de démarrage du site, par exemple sur tout ce qui est e-commerce, va avoir un vrai impact financier sur le retour sur investissement sur le site. Et c'est un peu dommage parce que si on retourne à faire du multi-page application, on perd les avantages de l'expérience utilisateur d'une SPA, et c'est toujours important, l'expérience utilisateur, c'est même essentiel. Heureusement, c'est qu'on va voir qu'il y a des dernières technos de rendu front dont je vais vous parler qui permettent d'avoir le meilleur des deux mondes, en fait, le meilleur des MPA et des SPA finalement. Et le premier de ces modes de rendu, c'est le server-side rendering. Comme le nom l'indique, on va rendre côté serveur. Donc on part d'un client qui va demander, dans notre cas, ça plutôt un serveur Node.js, parce qu'on va utiliser des frameworks JavaScript côté back. C'est ce serveur-là qui, lui, va appeler l'API pour récupérer du JSON ou du XML, construire la page côté serveur, et la renvoyer côté client, et le client n'a plus qu'à l'afficher. Et si j'ai une deuxième page, c'est pareil, le client n'a plus qu'à l'afficher. Là, vous allez me dire, c'est exactement comme du PHP. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à du PHP. On a quand même quelques différences. Déjà, vu qu'on utilise des frameworks type React, type Angular, on va être sur une approche composant qui va permettre de réduire un peu, de diviser la complexité, d'avoir un gros problème complexe en plusieurs problèmes plus simples, et puis va favoriser la réutilisabilité. Donc c'est une approche de développement qui est quand même plus sympa que ce qu'on avait avec du PHP, même si j'ai rien contre le PHP. On utilise les mêmes technos côté serveur et côté client. Ça va être intéressant parce qu'avant, on était obligé par exemple, de faire du PHP ou du JSP côté serveur. Et quand on voulait dynamiser un peu notre application dans le navigateur, on était obligé d'utiliser du JavaScript ou du jQuery. Donc ça faisait deux compétences à avoir. Et puis la grosse différence en fait avec ce server-side rendering, je vais dire moderne, c'est qu'en fait l'application, le site web, une fois qu'il est chargé dans le navigateur, en fait, il va être transformé en single page application. Donc il va être transformé en application JavaScript. Donc c'est ce qu'on appelle la réhydratation. C'est iteration en anglais, je vais traduire ça comme ça, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme. Mais donc l'idée là, c'est qu'au chargement, une fois que le HTML est chargé dans le navigateur, en JavaScript, on va reconstruire la page. On va reconstruire un modèle, une copie en fait du HTML dans le DOM, de façon à ce que React, par exemple, derrière, puisse l'utiliser comme une SPA. Donc finalement, si je devais définir aujourd'hui une application en server-side rendering, c'est une single page application, mais la page d'entrée, c'est le point d'accès du site, va être pré-rendu côté serveur. Donc on garde comme ça, on se retrouve un peu avec un mix entre MPA et SPA. Donc la réhydratation, elle apparaît ici, en fait, au chargement de la première page. Et puis on voit que lorsqu'on passe sur la page 1, en fait, le retour qu'on va récupérer du serveur, ça va être du JSON parce qu'on est en mode SPA. Et derrière, on va juste rafraîchir des fragments de page. Donc on retrouve un peu ce qu'on avait dans le client-side rendering. Pour la démo, je me suis basé sur Next.js. Donc beaucoup de monde, je pense, doit connaître. Donc il y a un méta-framework au-dessus de React. Et donc il va offrir différents modes de rendu, on va en voir quelques-uns, et puis pas mal d'optimisation pour le développement de sites web. Et si on regarde le chargement de ma page, on voit que j'ai toujours du JS. On voit qu'il a été fragmenté en plein de petits fichiers par Next.js pour des questions d'optimisation. Par contre, on voit qu'au niveau requête Ajax, j'en ai plus. Et de la même manière, si je vais dans le détail, je vais juste récupérer le JSON avec le contenu en fait les données que je vais vouloir afficher dans ma page de détail. Et du JS, j'en ai pas chargé de supplémentaire. Donc tout était chargé ici dans JSON. Chose intéressante, c'est si on regarde le code source de la page, voilà, on a du vrai contenu HTML. Et Google, il va être hyper content quand il va voir ça. Il va pouvoir bien indexer notre site et bien le positionner sur les moteurs de recherche. Autre chose intéressante à montrer ici, c'est que j'ai rajouté en fait une fonctionnalité d'ajout de favoris, suppression de favoris, qui est très bête, hein, mais qui fait juste ajouter les favoris dans le local storage. C'est pas foufou, mais ça va vous permettre de voir des choses tout à l'heure. Et ça nous permet de voir qu'on peut quand même mixer du rendu côté serveur avec des opérations qu'on va faire, du traitement qu'on va faire dans le navigateur côté client. Dans le code source, sur le server-side rendering,
Next.js fonctionne avec du file system routing en fait. C'est un peu comme on faisait en PHP. Hein. C'est qu'on a à l'intérieur d'un répertoire pages, on va définir des répertoires et chaque répertoire va correspondre à une route. Donc par exemple ici j'ai une route movies. On regarde le fichier d'index à l'intérieur. On se retrouve avec un getServerSideProps. Ici, c'est une méthode qui va permettre d'indiquer à Next.js que ce composant-là, il va être rendu côté serveur. Il va exécuter cette méthode-là pour récupérer les données qu'on va vouloir passer à notre composant qui affiche la liste des films. Donc, par exemple, ici, je fetch les movies et je passe ça en props dans la props movies de mon composant. Et ensuite, j'ai plus qu'à l'afficher exactement comme je faisais sur le client-side rendering. Donc, on voit qu'on n'est pas sur des choses très très différentes. Sur le détail, on a exactement le même mode de fonctionnement avec un getServerSideProps. Je récupère, avec params.id, je vais pouvoir récupérer l'identifiant de mon film dans l'URL, charger le détail du film et le passer dans mes props de façon à pouvoir afficher exactement comme on le faisait sur le client-side rendering. Chose intéressante à montrer aussi, c'est sur le favorite button. Donc c'est dans celui-là que j'ai besoin de faire des choses côté client. Et là, bon, ça va plus parler à ceux qui ont déjà fait du React. Mais ici, j'utilise un hook. Et ce hook, en fait, il s'appuie sur du useState et surtout sur du useEffect. Donc comme ça, je vais être sûr que ce code-là, il ne s'exécutera que côté client. Il ne s'exécutera pas sur le serveur. Puis chose que j'ai oublié de montrer, c'est que tout à l'heure qu'on n'a pas vu, on ne voyait pas les requêtes passer côté client. C'est parce qu'on voit, elles sont bien ici. Elles sont bien côté serveur, les fetch d'API. Elles n'ont pas disparu, hein. On ne sait pas où. Voilà rapidement pour du server-side rendering. Si on fait un bilan des intérêts, bah je l'ai montré, le source, on est sur une vraie page HTML, donc c'est bon pour le SEO. On a des performances initiales, vu qu'on retourne sur du chargement brut HTML, bah on a plus ce temps de construction de la page HTML dans le client, donc on a un chargement initial qui va être beaucoup plus rapide. On se retrouve avec une bonne expérience utilisateur, parce qu'on est sur des SPA. Et puis niveau sécurité, c'est intéressant aussi parce que ça va permettre si par exemple on a des clés pour attaquer des API, bah, quand on est en client-side rendering, elles vont se retrouver côté client, ce qui est pas top, quoi. Donc là au moins elles sont toutes côté serveur, et on n'a plus ces problématiques de sécurité. Quelques inconvénients, il y a des complexités de codage. Il faut faire attention à. J'ai parlé tout à l'heure par exemple de tout ce qu'on fait dans le favorite button. Bah, il y a du JS qui ne peut s'exécuter que côté client. Par exemple, quand j'accède au local storage, bah, côté serveur, ça ne veut pas dire grand-chose accéder au local storage. Donc ça, il faut faire attention à ça quand on fait du développement en server-side rendering. Et puis le deuxième point, c'est la réhydratation. On peut se retrouver avec des erreurs un peu bizarres, parce qu'une fois que la page est réhydratée, qu'elle est reconstruite en fait en JavaScript côté client, il faut qu'elle soit identique à la page qui a été envoyée il faut que le HTML soit identique à celui qui a été envoyé par le serveur. Sinon, Next.js, il est en PLS, il ne comprend pas où il est, puis il nous affiche une erreur. Donc ça, c'est des petites difficultés qu'on peut avoir. Autre inconvénient qui est lié à ce JS côté client versus JS côté serveur, c'est tout ce qui est compatibilité des librairies. Bon, toutes les librairies ne fonctionnent pas en server-side rendering. Bah, typiquement, une librairie qui accède directement au local storage sans vérifier qu'on est côté client ne passera pas sur du server-side rendering. On a aussi toutes les librairies de CSS in JS, par exemple, qui ne fonctionnent pas très bien, voire pas du tout, en server-side rendering. Et puis, dernier inconvénient, c'est qu'on retrouve finalement un peu de charge serveur, parce qu'on construit maintenant les pages côté serveur, avec un peu de complexité d'hébergement. Avec quand même, vu qu'on est quand même en mode SPA, on peut continuer à gérer les sessions côté client, donc on réduit quand même un peu la complexité qu'on a côté serveur. Donc, un autre mode de rendu qui est un peu lié au server-side rendering. Si on est sur un site web où les données ne bougent pas beaucoup, où elles changent une fois par jour par exemple, c'est un peu bête d'aller régénérer, d'aller créer les pages à la demande. Donc pour ça, on va plutôt essayer de les construire au moment du build de notre application. Et donc ça va pouvoir se faire par exemple par un système de GitLab, GitLab CI, la CI/CD. C'est ce système de build qui va interroger l'API pour récupérer l'ensemble des données dont on a besoin pour construire des pages statiques. Et ces pages statiques, elles vont être déployées sur un serveur HTTP. Et puis ensuite, on se retrouve exactement comme on était sur du client-side rendering, avec le client qui va récupérer ces pages sur le serveur HTTP,
on va avoir un phénomène de réhydratation, enfin, un processus de réhydratation du coup côté client, comme sur le server-side rendering. Et puis ensuite, quand on change une page, on est exactement dans le mode du server-side rendering. Alors, petite démo. Pas un grand intérêt de vous montrer le site web parce qu'il va être exactement, pour tous les cas suivants, on va voir que c'est exactement le même mode de fonctionnement. Par contre, côté code, ça va être intéressant. Si, quand même, un truc que j'ai montré avant, c'est que c'est lorsqu'on fait le build ici qu'on va voir toutes les requêtes qui vont être envoyées en fait à notre API. Et on voit qu'il va générer les différentes pages statiques, autant de pages statiques qu'on a de détails, de fiches de détails de film. Et dans le code source, on va voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait sur le server-side rendering avec Next.js. On a toujours du file system routing. Et en fait, c'est exactement la même chose. Une nuance près, c'est que vu qu'on est sur du static site generation, on ne va pas utiliser get server side props, mais plutôt get static props. Donc ça, Next.js, quand il voit ça, il sait que c'est une page qui a besoin d'être générée statiquement. Mais sinon, c'est exactement le même mode de fonctionnement. Et sur le détail, on a la même chose avec un get static props où on va récupérer l'ID de notre film. Par contre, vu qu'on est sur de la génération au moment du build, on a besoin de savoir quelle page on va générer. Donc on a besoin d'une méthode getStaticPath où on va récupérer la liste des films et lui donner en fait la liste des URL de détail qu'il faudra créer. Et donc après, Next.js va pouvoir générer en fait chacune des pages qui va correspondre aux URL qu'on a ici. Donc voilà, de manière très basique pour du SSG. Si on regarde les intérêts du SSG, bah pour le SEO, c'est ce qu'il y a de top, parce que c'est du rendu statique, c'est hyper rapide. On a un hébergement qui est simple, parce qu'on héberge du statique. Du coup, ça va être performant aussi. C'est fiable, parce qu'on n'a pas un système derrière qui va construire les pages, qui va devoir interroger une base de données, par exemple. Donc normalement, c'est très rare que ça plante. Et puis c'est facile à scaler, exactement comme on avait avec du client-side rendering. C'est aussi considéré comme une bonne pratique d'éco-conception. Si on regarde les guides de bonnes pratiques pour l'éco-conception, très souvent dedans, il y a générer le maximum, favoriser en fait les pages statiques, parce que c'est ce qu'il y a de plus. C'est généré côté serveur. Ensuite, côté client, demande beaucoup moins de choses en fait au device. Donc c'est un mode de fonctionnement qui va être bien adapté en fait aux sites sur lesquels on a un contenu qui est majoritairement statique. Ça peut être évidemment des blogs, ça peut être un dashboard par exemple que vous générez 2 fois par jour. Ça peut être, moi je l'ai fait par exemple sur un site immobilier où on avait des détails de programmes immobiliers. Déjà des programmes immobiliers, ils n'en sortent pas tous les jours. Et puis les fiches de détails ne vont pas beaucoup changer, donc on générait 1 fois par jour et ça le faisait. Par contre, il y a des inconvénients. Et le gros inconvénient, c'est que si vous avez oublié une virgule ou vous avez fait une grosse faute d'orthographe dans le nom d'un programme immobilier, par exemple, vous rebidez l'ensemble du site. Donc ça peut piquer un peu si on est sur des sites avec beaucoup de données. Et puis on a un build qui peut être assez fragile. Ça, c'est des retours d'expérience. Si derrière on a une API qui n'est pas toujours hyper fiable, si ça plante sur une page, c'est l'ensemble du site qui ne peut pas être généré. Donc ça peut être un peu pénalisant aussi. Autre inconvénient, c'est que vu qu'on est sur du statique, si on veut rajouter un peu de dynamisme dans notre site, on va être obligé quand même de mixer avec un peu de client-side rendering. Bon, est-ce que c'est un inconvénient ou est-ce que c'est plus une contrainte en fait? Par contre, sur la problématique de rebuilder l'ensemble du site, on a une manière supplémentaire de faire qui est le Incremental Static Regeneration. Donc là, le principe, c'est qu'au début, ça va être exactement la même chose que du SSG. Donc je génère des pages statiques que je vais déployer sur un serveur Node.js cette fois. Et lorsque le client va interroger ce serveur Node.js pour récupérer une page, en fait, on va vérifier côté serveur. Alors, il y a plein de manières de faire, mais on va vérifier en fait si la page a besoin d'être générée. Et si jamais elle a besoin d'être générée, on va envoyer un ordre de régénération au système de build qui lui va récupérer les données qui concernent uniquement cette page, reconstruire la page et la redéployer, mais de manière unitaire. Donc on n'a que cette page-là qui va être redéployée sur le serveur Node. Et derrière, on va retourner cette page au client et on se retrouve exactement dans le même mode qu'on était en SSG. Donc c'est le meilleur des deux mondes.
Donc finalement, ce mode-là, que j'ai appelé ISR, c'est une optimisation du rendu SSG. Donc page générée toujours de manière statique au build. Chaque page peut être régénérée puis déployée de manière unitaire, soit avec une durée d'expiration, par exemple, ou alors ça peut être sur des webhooks, par exemple. J'ai un CMS et puis lorsque je modifie un article dans le CMS, bah, je vais envoyer un webhook à notre système de build pour qu'il rafraîchisse juste une page, la page concernée par la modification dans le système, dans le CMS. Pour la démo, ça va être très très rapide. On est exactement sur ce qu'on fait en Static Site Generation, avec juste une petite subtilité. C'est que, par exemple, sur la page qui affiche la liste des films, je vais pouvoir retourner en fait un attribut revalidate qui va donner la durée d'expiration en fait, de ma page. Donc là, c'est hyper court, 30 secondes. Mais au bout de 30 secondes, ma page va être recalculée automatiquement, quoi. Pour toutes ces solutions de SSR, SSG, ISR, voilà quelques solutions. On a pas mal de solutions en fait dans les différents écosystèmes. Elles sont toutes des trucs, des choses en commun. Elles proposent des modes de rendu et pas mal d'optimisation en fait pour faire un web performant. Dans l'écosystème React avec Next, Remix, Gatsby, même si Remix est il y a quelques différences. Sinon, ça va être Next dans l'écosystème Vue, SvelteKit, dans l'écosystème Svelte. Et dans l'écosystème Angular, c'est Analog.js qui est sorti en 1.0 il y a juste quelques semaines. Puis j'ai mis en bas aussi Astro, dont on va parler, qui est un peu différent. Si on fait un bilan de cette technologie, ça va permettre de développer des sites web donc, qui vont être bien référencés avec les bénéfices des SPA, en particulier une bonne expérience utilisateur. Mais ça peut aussi être utilisé si on est sur des applications web métiers qu'on faisait avant en SPA. Ça peut être utilisé juste pour faire des bonnes performances, en fait, pour améliorer les performances. Par contre, il y a un gros coût dans toutes ces technos. Ce coût, il s'appelle JavaScript. Parce que vu qu'on génère les pages, on va les générer à la fois côté serveur et côté client. C'est-à-dire que toutes les librairies qu'on utilise côté serveur pour générer la page, bah, va falloir les envoyer aussi côté client. Donc on va alourdir comme ça le bundle JS qu'on va envoyer au client. Et puis le deuxième point, c'est la réhydratation. Vu que c'est un traitement qui se fait en JavaScript, bah, avant que la page soit interactive, on va devoir laisser le traitement JavaScript s'écouler. Donc on va pénaliser en fait le time to interactive. La bonne nouvelle, c'est comme d'habitude, quand il y a des problèmes comme ça, bah, il y a des solutions qui ont vu le jour et je vais vous parler de deux de ces solutions. La première, c'est l'architecture Parilo qui est portée par Astro. Donc là, le principe, c'est qu'on définit des composants statiques, donc qui sont rendus uniquement côté serveur, ils peuvent être rendus en SSG au moment du build ou à la demande en SSR. Donc les autres composants qu'on va avoir, c'est des composants qui vont être dynamiques, qu'on va appeler des îlots, et qui eux s'exécuteront sur le client. Donc ces composants, ils peuvent être pré-rendus côté serveur, et ensuite ils vont être réhydratés côté client. Mais on va réhydrater uniquement ces composants. Donc on ne réhydrate plus l'ensemble de la page, on réhydrate juste ces composants. Donc on va comme ça gagner en performance. Et puis si on a plusieurs composants clients, bah, ils vont se réhydrater chacun de leur côté, mais le reste de la page est interactif. Donc ce qu'on appelle parfois la réhydratation sélective. Et du coup, le JavaScript, donc, on va avoir besoin uniquement pour ces composants clients, on n'en aura pas besoin autrement. Donc petite démo. Pareil, je ne vais pas montrer le rendu côté client parce que c'est exactement le même. Par contre, je vais vous montrer quelques éléments côté code. Donc Astro, si vous ne connaissez pas, on va voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a avec du Next.js, toujours du file system routing. Et si on regarde le code de la page, on voit que c'est quand même assez simple. J'ai une requête fetchMovie pour récupérer ma liste de films. Et puis ensuite, je parcours sa liste de films et je crée mes cartes. Donc c'est quand même hyper simple. Et sur le détail, on va être sur quelque chose qui est assez similaire. Je récupère l'ID dans l'URL, je fais juste le film et il va me servir en fait à construire mon HTML. De la même manière que sur le SSG, j'ai besoin de lui indiquer les pages qu'il va falloir builder, parce que là je suis en mode SSG. Donc je vais avoir toujours un peu comme on avait tout à l'heure, une méthode getStaticPath qui va me donner la liste des ID des films pour lesquels je veux créer une page de détail.
Et autre point à regarder, c'est le favorite button. Donc lui, je veux que ce soit un composant qui ne s'exécute qu'au côté client, ce qui va faire appel au local storage. Et donc pour indiquer, avec Astro, pour indiquer qu'il ne s'exécute que côté client, je vais pouvoir lui dire, mettre un attribut en fait client only. Et comme ça permettra à Astro de gérer ce composant comme un composant côté client. Alors, il y a client only et il y a aussi des manières de lui dire de générer le composant, par exemple uniquement quand il arrive dans le viewport ou des choses comme ça. Il y a pas mal d'options. Et un dernier point que je voulais montrer sur Astro, que je trouve hyper sympa, c'est que là, je suis sur un composant qui est dans une application Astro. Et si on regarde les composants, en fait, c'est un composant React. C'est-à-dire que dans Astro, je peux mixer des composants React, des composants Vue, des composants Svelte, des composants Quick, je crois aussi. Il y a pas mal, ou même faire carrément du JavaScript standard. Et donc, moi, ça me fait tilter un peu sur les problématiques de micro-front-end. Je me dis que des fois, ça peut être une piste d'utilisation. Donc pour faire un bilan de cette architecture par îlot, donc ça va permettre de se passer au maximum de JavaScript, voire ne pas avoir du tout de JavaScript. On réduit l'impact de la réhydratation, parce qu'on a de la réhydratation uniquement des composants qui ont du JavaScript. Quelques inconvénients. Alors je trouve que c'est une techno encore jeune. J'ai vu que quand j'ai joué un peu avec, il y a des trucs encore un peu qui manquent un peu de maturité. C'est normal, c'est encore jeune, mais globalement ça marche quand même plutôt bien. Autre inconvénient, c'est que c'est pas une SPA. Donc si vous avez besoin de conserver des données entre différentes pages, bah, va falloir ruser autrement, peut-être travailler avec le session storage ou le local storage. On n'aura pas possibilité d'utiliser des librairies comme Redux ou The Stand, ce type de librairie qu'on utilise dans l'écosystème React. On ne peut pas les utiliser avec Astro. Autre inconvénient qu'on a, vu que ce n'est pas une SPA, c'est les transitions entre les pages. Heureusement, ça supporte, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette API View Transitions, qui va permettre de faire des animations un peu plus fluides en mode MPA, c'est-à-dire qu'il va HTML5 en fait, va être capable, le navigateur va être capable de voir ce qui bouge entre les deux pages et de faire une animation un peu plus douce pour le changement de page. Ça permet de pallier à cet inconvénient. Si je devais donner un cas d'usage idéal sur Astro, c'est des sites web essentiellement statiques avec quelques fonctionnalités dynamiques. Et du coup, le site sur l'immobilier dont je parlais tout à l'heure, bah, je me dis que si je devais refaire aujourd'hui, je partirais bien sur Astro. On était parti sur Next.js, mais je partirais bien sur Astro. Si vous voulez en savoir plus sur Astro, j'ai noté, je ne sais pas si elle est ici, mais à 13 h, il y a un lunch tech sur Astro. Je vais peut-être écorcher le nom, Aïda Elbari. N'hésitez pas à aller voir, vous allez voir, moi, je trouve l'outil il est vraiment super sympa. Autre technologie, c'est les server components, les React Server Components. Donc c'est la nouvelle manière proposée en fait pour faire des applications React. Le principe, c'est que par défaut, maintenant, en React, si on utilise ça en tout cas, tous les composants sont serveurs, qui sont rendus exclusivement sur le serveur. Ça va nous permettre, par exemple, de charger les données. Donc les appels d'API, on va les faire côté serveur uniquement. Et puis tous les traitements complexes, si on a des calculs à faire, si on a besoin d'utiliser des librairies JavaScript un peu lourdes, on va pouvoir essayer de le faire plutôt côté serveur. Et puis on va avoir des composants clients. Les composants clients qui seront toujours pré-rendus côté serveur pour des questions d'optimisation et qui vont servir pour tout ce qui est interaction avec l'utilisateur. Parce que sur un clic sur un bouton, côté serveur, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça va plutôt être fait par des composants côté client. Ce qu'on va faire dans les composants clients également, c'est tout ce qui nécessite d'utiliser les ressources du browser. Si je veux utiliser le local storage, pareil, ça n'a pas de sens sur du serveur. Donc on va plutôt le faire dans un composant client. La démo, comme d'habitude, c'est la dernière. Sur les React Server Components, donc toujours avec Next.js. Donc là, la différence, c'est qu'on n'est plus dans le répertoire Pages, on met dans le répertoire app. C'est le répertoire qui permet à Next.js, parce qu'il gère quand même les deux modes. Il y a le mode hors Server Component et mode Server Component. Et tout ce qui est Server Component, c'est dans app. Et on est exactement sur le même mode de fonctionnement, avec des petites différences mineures. Et là, on voit que, vu que le composant, il s'exécute que côté serveur, bah, je peux faire directement un fetch de ma requête dans le serveur. Ça, je trouve ça, point de vue développement, ça devient hyper simple. Si je voulais faire des choses sales, je pourrais même le faire directement une requête base de données ici. Mais c'est pas bien de faire ça. Ça marche, mais c'est pas bien.
Et sinon, on voit que c'est exactement le même mode de fonctionnement. Sur la page de détail, on est exactement aussi sur le même type de fonctionnement. Avec à l'intérieur de mon composant, je vais récupérer mon params ID et fetcher uniquement ce film. Et vu que je suis en mode SSG, je vais également avoir besoin de lui indiquer la liste des pages qu'il va avoir générées, donc avec une méthode generate static params, où toujours pareil, je fetch la liste des films et je crée une page, enfin je retourne tous les ID qu'il va falloir générer. Si on regarde mon favorite button, il est toujours là. Et donc lui, on voit que c'est un composant React qui semble classique, mais il a un petit truc en plus, lui, c'est qu'il a le use client, donc il y a une directive qui permet d'indiquer que ce composant-là, il ne s'exécutera que côté client. C'est un composant client. Et voilà, tout ce que je voulais montrer sur les server components. Pour faire un bilan des server components, bah, l'intérêt, c'est que ça va permettre de restreindre tous les traitements coûteux qu'on pouvait avoir, quelque part, traitements un peu risqués qu'on pouvait avoir côté client. On va uniquement les faire côté serveur. Contrairement à Astro, on reste sur une SPA. Après, ça fonctionne exactement comme du server-side rendering. On va réduire quand même le JavaScript envoyé au client, parce que tous les composants qui sont rendus côté serveur, il n'y a pas de JavaScript côté client. Et on va réhydrater uniquement les composants clients, un peu comme on le faisait avec Astro. Donc ça, c'est deux points qui sont assez similaires avec Astro. Ce qui est un peu en plus sur les React Server Components, on a une expérience développeur qui est vraiment super sympa. Parce qu'on a vu que les composants, ils sont quand même hyper simples à créer. Et puis, on va bénéficier de toute la puissance de Node.js. Donc, je peux, dans un composant React, aller récupérer, faire une interrogation sur un système de fichiers local. Chose qui, quand on fait du client, bah, c'est pas possible, quoi. Quelques inconvénients. C'est une technologie qui est quand même encore assez jeune. C'est la spec, parce que c'est une spec, en fait, elle est sortie en fin 2020. Et aujourd'hui, en mode prod, il y a un seul produit. Déjà, c'est que l'écosystème React. Je crois qu'en vue, ils commencent à faire quelque chose qui ressemble. Ils semblent avoir vu passer ça. Et aujourd'hui, c'est uniquement en Next.js, et c'est depuis la version 13.4, si je ne dis pas de bêtises, qui est sortie au printemps 2023. Donc ça veut dire qu'on a un an de recul sur la prod. Et le fait que ce soit sur Next.js, ça pose aussi, qui est uniquement Next.js aujourd'hui, sachant qu'une bonne partie de l'équipe core de React, c'est des développeurs de Next.js, ça crée quelques petites tensions dans le monde React. Les produits concurrents, style Remix, sont pas hyper contents. Donc c'est quand même un inconvénient. On va voir ce que ça donnera. On a également un risque de complexité architecturale. Parce qu'on a vu qu'il y a des composants clients, il y a des composants serveurs. Pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on fait côté client, qu'est-ce qu'on fait côté serveur. Et puis on peut aussi imbriquer ces composants les uns dans les autres. Et il y a des petites subtilités auxquelles il faut faire attention. Et puis on est sur une architecture qui est assez déroutante. Quand depuis 10 ans on fait du React côté client et puis qu'on se retrouve à faire du React côté serveur, bah ça peut bousculer un peu les habitudes. Puis en général on n'aime pas trop quand nos habitudes sont bousculées. D'ailleurs, sur les serveurs components, il y avait une conf intéressante hier de Thomas Simonet, que vous pourrez revoir peut-être sur YouTube dans quelques semaines, je ne sais pas s'il est quelque part. Et ce soir, à 17h, il y a un Tools in Action aussi, j'espère pas écorcher le nom non plus, de Kautar Chouabani. Allez-y. C'est vraiment sympa les serveurs components. Takeaway, donc pour un peu tout ce que vous avez besoin ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que les SPA, quand c'est né, ça a quand même été une réelle avancée pour les utilisateurs et pour nous, les développeurs. Je crois qu'on est les deux aussi, on est aussi utilisateurs. Comme souvent, quand on a une nouvelle techno, on l'utilise à fond, puis on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Et du coup, on a surutilisé les SPA. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des tartines de JavaScript côté client qui commencent à poser problème. Et donc, on voit quand même une tendance à un retour vers du rendu côté serveur. Donc, on réinvente un peu l'histoire. Donc, du rendu côté serveur, soit au niveau des pages, soit juste des composants. Heureusement, on ne le fait plus avec les outils d'avant, on le fait avec des outils plus modernes. Donc on va se retrouver avec des outils qui sont dédiés au développement front. On a des solutions pour chaque cas d'usage. En fonction de mon cas d'usage, je peux partir sur du SSG, sur du SSR, sur du server component. On a plein de choix différents.
on va avoir quand même une expérience utilisateur qui va être grandement améliorée par rapport à ce qu'on faisait avant. Et puis l'expérience développeur aussi qui est grandement améliorée. Quelques liens, le repo GitHub sur lequel vous pouvez voir tout le code source que je vous ai montré. Mon compte Twitter, si vous voulez poser des questions après le talk. Et puis, n'hésitez pas à donner un feedback sur le QR code à gauche. Toujours utile pour savoir ce qu'on doit améliorer dans nos conférences. Et puis les slides, si vous voulez les télécharger sur la droite. Et j'ai terminé 15 secondes, impeccable. Merci.